Chapitre 49 L'hyène. Il est des moments et des circonstances dans cette affaire étrange et trouble que nous appelons la vie où l'univers apparaît à l'homme comme une farce monstrueuse dont il ne devinerait que confusément l'esprit tout en ayant la forte présomption que la plaisanterie se fait à ses dépens et à ceux de nul autre. Pourtant, rien ne l'abat, comme rien ne lui paraît valoir la peine de combattre. Il avale tous les événements, tous les credos, toutes les croyances, toutes les opinions, toutes les choses visibles et invisibles les plus indigestes. Si coriace soit-elle comme l'autruche à la puissante digestion engloutit les balles et les pierres à fusil. Car les petites difficultés et les soucis, les présages d'un proche désastre ne lui semblent que des traits sarcastiques décrochés par la bonne humeur, des bourrades joviales dans les côtes expédiées par un farceur invisible et énigmatique. Cette humeur insolite et fantasque ne s'empare d'un homme qu'au paroxysme de l'épreuve. Ce qui, l'instant d'avant, dans sa ferveur lui apparaissait si grave, ne lui semble plus qu'une scène de la farce universelle. Rien de tel que les dangers de la chasse à la baleine pour développer cette libre et insouciante cordialité, cette philosophie désespérée. C'est sous ce jour que désormais, je vis la croisière du Pequod et son but, la grande baleine blanche. Cuhucég, dis-je, lorsqu'il me repêchait le dernier, et tandis que je m'ébrouais sur le pont pour faire dégorger ma vareuse. Cuhucég, mon bel ami, ces sortes de choses arrivent-elles souvent? Sans grande émotion, bien qu'aussi trempé que moi, il me donna à entendre qu'elles sont fort fréquentes. Monsieur Stubb, dis-je en me tournant vers ce digne personnage qui, son ciré dûment boutonné, fumait sa pipe sous la pluie. Monsieur Stubb, je crois vous avoir entendu dire que de tous les baleiniers que vous avez rencontrés, Monsieur Starbuck était de loin le plus prudent et le plus sage. Je pense dès lors que piquer droit sur une baleine en fuite, la voile hissée dans la rafale et dans la brume, représente le comble de la réserve pour un baleinier. Certes, j'ai mis à la mer avec une pirogue qui faisait eau dans une tempête au large du cap Horn. Monsieur Flask, dis-je alors en me tournant vers le petit Gabrion qui était à côté, vous avez l'expérience de ces choses et pas moi. Pouvez-vous me dire si c'est pour un canotier une loi inviolable de cette pêche que de se rompre l'échine pour se pousser plus avant entre les mâchoires de la mort? Ne pourriez-vous pas vous exprimer d'une façon encore plus tarabiscotée? Oui, c'est la loi. Je voudrais bien voir l'équipage d'une pirogue scier et aborder le cachalot face à face. Ah, ah, il vous rendrait œil pour œil, soyez-en sûrs. 3 témoins avisés et impartiaux m'avaient dès lors mis au fait. Considérant que les rafales, les embarcations renversées et les bivouacs dans les profondeurs étaient la monnaie courante de ce genre de vie, considérant qu'à l'instant décisif d'amener sur la baleine, je devais remettre ma vie entre les mains du timonier, souvent un gars capable d'envoyer la pirogue par le fond à cause de son impétuosité et de ses piétinements frénétiques, considérant que notre désastre était principalement imputable à Starbuck amenant sur le cachalot au nez du grain qui arrivait sur nous, considérant que Starbuck était cependant connu pour être circonspect, considérant que j'appartenais à la baleinière de ce très prudent Starbuck, considérant enfin le caractère diabolique de cette chasse à la baleine blanche dans laquelle j'étais engagé. Considérant toutes choses, dis-je, je songeais que mieux valait descendre rédiger un brouillon rapide de mes dernières volontés. Venez, Cuhucég, dis-je, vous serez mon notaire, mon exécuteur testamentaire et mon héritier. Il peut paraître étrange que de tous les hommes, les marins soient les plus occupés à bricoler leurs testaments et dernières volontés, pourtant personne au monde n'est plus féru de cet amusement. C'est la 4e fois que je m'y surprenais au cours de ma vie maritime. Lorsque cette fois la cérémonie fut terminée, je me sentis bien aise, cela m'avait enlevé un poids du cœur. D'autre part, tous les jours à venir auraient la saveur de ceux que vécut Lazare après sa résurrection. Un bénéfice net de tant de mois ou de semaines suivant le cas. Je me survivais. Ma mort et mes funérailles étaient enfermées à clé dans mon coffre. Je jetai autour de moi un regard paisible et satisfait, tel un calme fantôme à la conscience limpide, douillettement installé dans un caveau de famille.
Et maintenant, me disais-je en remontant inconsciemment mes manches, en avant pour un plongeon glacé et de sang-froid dans la mort et la destruction. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Chapitre 50. La pirogue d'Achab, son équipage, Fedallah. Qui l'eût cru, Flasque, s'écria Stubb. Si je n'avais qu'une jambe, on ne me prendrait pas à descendre dans une pirogue, à moins que ce ne soit pour boucher son nable avec mon pilon. Ah, c'est un étonnant vieil homme. Tout compte fait, je ne trouve pas ça si extraordinaire, répondit Flax. S'il était amputé depuis la hanche, ce serait une autre affaire, il serait hors de combat, mais il lui reste un genou et une bonne partie de l'autre, vous savez. Ça, je n'en sais rien, mon petit bonhomme, je ne l'ai encore jamais vu se mettre à genoux. Les gens compétents ont souvent discuté pour savoir si, étant donné l'importance majeure d'un capitaine dans le succès d'une expédition baleinière, il est juste que celui-ci expose sa vie au danger de la chasse. Les larmes aux yeux, les soldats de Tamerlan se sont de même demandé si sa vie inestimable devait être risquée au plus fort de la bataille. Avec Achab, la question se posait différemment. Étant donné qu'un homme qui a ses deux jambes n'est jamais qu'un boiteux dans le danger, étant donné que la chasse à la baleine est toujours faite de difficultés effrayantes et que chacun de ces instants comporte un péril, est-il sage, dès lors, qu'un estropié descende dans une baleinière au moment de la chasse? Tel ne devait pas être l'avis des armateurs du Pécode. Achab savait bien que ses amis n'auraient pas désapprouvé qu'il descendît dans une baleinière lorsque les dangers de la chasse étaient moindres, afin de se trouver dans le champ d'action et de donner personnellement des ordres, mais quant à avoir une pirogue à lui, à en être le chef, qui plus est, à disposer de 5 hommes n'appartenant pas à l'équipage enrôlé, il savait très bien que des points de vue aussi généreux n'auraient pas effleuré les propriétaires du Pécode. C'est pourquoi il ne leur avait jamais demandé de lui fournir des hommes à cet effet, pas plus qu'il avait fait d'allusion à ce sujet. Néanmoins, il avait de sa propre initiative pris des mesures à cet effet. Jusqu'à ce que la découverte de Cabaco se fût répandue, les matelots ne s'étaient doutés de rien, quoique bien sûr l'équipage une fois au larget, comme il est de coutume, achevait de parer les baleinières pour les mettre en service. Alors la curiosité s'éveilla vivement du fait qu'Achab fut, de temps en temps, surpris à faire de ses propres mains des tolets pour ce qu'on tenait pour une baleinière de réserve, et même à tailler avec amour les épinglettes de bois que l'on fixe sur la rainure de proue lorsqu'on file la ligne. Tout cela fut remarqué, et plus particulièrement le soin qu'il prit à ce qu'il y ait une épaisseur de natte supplémentaire au fond de la pirogue, comme si elle devait résister à la pression aiguë de sa jambe d'ivoire, et le souci qu'il eut de veiller à ce que la forme la plus parfaite fût donnée au bordé de cuisse, cette encoche creusée à la proue, pour recevoir et tenir les jambes du harponneur lorsqu'il s'apprête à lancer le harpon ou à manier la lance. On remarqua encore combien souvent il se tenait dans la baleinière, son unique genou emboîté dans le creux arrondi du bordé de cuisse, et avec la gouge du charpentier creusant un peu davantage ici, rectifiant un peu là. Tout cela, dis-je, piqua l'intérêt, mais presque tout le monde supposa que ces précautions n'étaient prises par Achab qu'en vue de la chasse de Moby Dick, puisqu'il avait déjà manifesté son intention de chasser personnellement ce monstre. Ces suppositions n'entraînaient nullement le moindre soupçon qu'un équipage dût être affecté à cette baleinière. L'étonnement eut au fait de s'évanouir avec l'apparition des subalternes fantômes, car, sur un baleinier, les effets de surprise durent peu. En effet, ici ou là, des rebuts indicibles surgissent de nations étrangères, de coins inconnus, de dépotoirs de toute la terre, pour équiper ce hors-la-loi flottant qu'est un navire baleinier, et ces navires même repêchaient souvent des naufragés se débattant en pleine mer accrochés à des planches, des morceaux d'épave, des rames, des baleinières, des canots, des jonques japonaises brisées, que sais-je encore, si bien que Belzébuth en personne fût-il grimpé à bord et fût-il descendu dans la cabine du capitaine pour y faire un brin de causette, cela n'eût pas créé sur le gaillard d'avant une émotion fascinée. Quoi qu'il en soit, il est certain que les fantômes eurent tôt fait de s'intégrer à l'équipage. Toutefois, comme s'ils n'en faisaient pas partie, Fedallah l'enturbané demeura jusqu'au bout enveloppé de mystère. D'où venait-il dans un monde policé comme celui-ci,
Quel était le lien impénétrable qui l'unissait à la destinée d'Achab au point d'exercer sur lui un secret ascendant? Dieu seul le sait, mais il semblait même qu'il eût sur lui de l'autorité, et quand bien même personne ne savait rien à ce sujet, on ne pouvait rester indifférent devant Fédala. C'était un personnage que les habitants civilisés, domestiqués de la zone tempérée, ne voient qu'en rêve et encore confusément, mais dont on voit les pareils se glisser dans les immuables communautés asiatiques, en particulier dans les îles orientales à l'est de ce continent, terre isolée, inviolée, immémoriale qui maintenant encore conserve intact le mystère primitif de l'homme à l'origine des temps, de ceux où le souvenir du premier homme était encore vivant, et où ses descendants se regardaient les uns les autres comme des revenants et demandaient à la lune et au soleil la raison pour laquelle ils avaient été créés et à quelle fin, bien que, à en croire la Genèse, les anges aient eu des rapports avec les filles des hommes, et que, selon des rabbins non canoniques, les démons se soient également livrés à de terrestres amours. Chapitre 51. Le souffle-esprit. Des jours, des semaines passèrent. Sous voilure réduite, le Péquod d'Ivoire avait lentement traversé 4 parages de croisière différents, celui des Açores, celui du Cap Vert, de la Plata, ainsi appelé parce qu'il se trouve au large de l'embouchure du Rio de la Plata, et celui du lieu-dit de Carole, étendue de mer mal délimitée au sud de Sainte-Hélène. Ce fut tandis que nous glissions dans ces dernières eaux par une sereine nuit de lune, tandis que les vagues s'enroulaient en volutes d'argent et que leur doux bouillonnement diffus transformait la solitude en silence argentin. Ce fut par une telle nuit silencieuse que bien au-delà de la blanche écume de l'étrave, nous vîmes un souffle argenté. La lumière de la lune le faisait paraître céleste. On eût dit, sortant des flots, quelque dieu étincelant paré de plumes. Fédala fut le premier à l'apercevoir car c'était son habitude, par ces nuits lunaires, de monter au grand mât et d'y guetter d'un œil aussi sûr que s'il eût fait grand jour. Pourtant, bien que des gammes de baleines soient parfois aperçues de nuit, il ne se trouvait pas un baleinier sur 100 pour s'aventurer à mettre alors à la mer. Vous imaginez dès lors avec quelle émotion les matelots voyaient ce vieil oriental perché si haut à des heures aussi indues, le ciel mariant son turban à la lune. Mais lorsqu'il eut passé plusieurs nuits de suite, pendant un même laps de temps, dans la mâture, sans proférer le moindre son, lorsqu'après tant de silence sa voix surnaturelle retentit, signalant ce souffle argenté de lune, alors chaque homme bondit sur ses pieds comme si un esprit ailé avait illuminé le gréement et appelé cet équipage de mortels. La voilà qui souffle. Leur frisson n'aurait pas été plus grand si la trompette du jugement avait retenti. Pourtant ils n'éprouvèrent aucune terreur, et au contraire un certain plaisir, car, bien que l'heure fût malvenue, le cri était si solennel, si délirant, si émouvant, que chaque âme à bord eut le désir instinctif de mettre les pirogues à la mer. Traversant le pont à enjambées rapides et obliques, Achab donna l'ordre de déployer les perroquets et les cacatois, ainsi que toutes les bonnettes. L'homme le plus qualifié dut prendre la barre, les 3 postes de vigie furent parés, et le navire, sous toute sa voile, courut vent arrière. La brise gonflant, tant de voiles donnait l'impression étrange de soulever le navire et de laisser l'air circuler librement sous un pont qui aurait flotté. Et pourtant, tandis qu'il courait ainsi, il semblait la proie de 2 influences contraires, l'une tendant à l'emporter droit au ciel, l'autre à le faire embarder horizontalement. Et si vous aviez pu observer le visage d'Achab, cette nuit-là, vous auriez pensé que 2 antagonistes se livraient combat en lui. Tandis que sa jambe vivante éveillait sur le pont des échos de la vie, chaque coup de sa jambe morte clouait un cercueil. C'est sur la vie et sur la mort que marchait ce vieil homme. Mais bien que le navire eût filé à vive allure, bien que les regards avides eussent lancé toutes leurs flèches sur la mer, le souffle d'argent ne devait pas être revu cette nuit-là. Chaque matelot affirma l'avoir aperçu une fois, mais une seule. Ce souffle de minuit était presque oublié lorsque, quelques jours plus tard, voici que, à la même heure de silence, il fut à nouveau annoncé, voici que tous déclarèrent à nouveau l'avoir vu. Mais lorsqu'on mit le cap sur lui, il disparut de même, comme s'il n'avait jamais été. Il en alla ainsi nuit après nuit, jusqu'à ce que chacun n'y prêtât plus attention, sinon pour s'en étonner.
jaillissant mystérieusement soit à la clarté de la lune, soit à celle des étoiles, disparaissant pendant un jour ou deux, ou trois, et paraissant chaque fois surgir à une plus grande distance, ce souffle solitaire semblait vouloir nous entraîner à jamais plus avant. Soumis à la superstition de tout temps inhérente à leur race, sensibilisés par le caractère surnaturel du Pequod, certains matelots juraient qu'où que ce soit, en quelque temps que ce fût, si immémorial qu'il puisse être, sous quelque latitude, quelque longitude si lointaine qu'elle puisse être, ce souffle inaccessible était la respiration d'une seule et même baleine, et qu'elle avait nom Moby Dick. Pendant un certain temps, cette apparition fugitive engendra une singulière terreur, comme si elle nous invitait traîtreusement à la suivre, toujours plus loin, afin que le monstre pût faire volte-face et nous déchiqueter enfin dans des mers écartées et sauvages. Ces appréhensions passagères, si vagues mais si atroces, gagnaient en puissance par leur contraste avec la sérénité du temps. Certains découvraient sous son azur caressant un maléfice satanique, tandis que nous voguions, jour après jour, sur des mers solitaires d'une douceur obsédante, comme si l'espace, réprouvant notre quête vengeresse, se vidait de toute vie devant l'urne funéraire de notre proue. Mais quand enfin nous fîmes route vers l'est, les vents du cap commencèrent à hurler autour de nous, et ces eaux tourmentées nous soulevèrent et nous abaissèrent longuement. Alors, quand le Péquod poignarda le vent de ses défenses d'ivoire, et dans sa folie, éventra les vagues sombres jusqu'à ce que les flocons d'écume s'envolassent au-dessus des pavois comme une averse de copeaux d'argent, alors s'évanouit la désolation vide de la vie, mais pour faire place seulement à de plus lugubres spectacles. Près de l'étrave, surgissaient ici et là des formes étranges, tandis que nous suivaient des vols serrés d'impénétrables cormorans. Chaque matin, ils se perchaient en rang sur les étais et se cramponnaient au filin longuement, obstinément, en dépit de nos huées, comme s'ils prenaient notre navire pour une épave abandonnée à la dérive, vouée à la désolation, et dès lors pour un perchoir idéal pour eux, les sans-asile. Et le sombre océan se soulevait, respirait, se soulevait encore dans une incessante angoisse comme la marée d'une conscience, comme si l'âme du monde y exprimait le remords torturant d'avoir engendré de si longues souffrances et le si lourd péché. On te nomme, n'est-ce pas, Cap de Bonne-Espérance? Plutôt Cap des tempêtes comme on t'appelait jadis, longuement séduits par les silences perfides qui nous avaient entourés, nous nous trouvions jetés dans la tourmente où les âmes coupables incarnées en oiseaux, en poissons, semblaient condamnées à nager éternellement sans espoir d'un havre, ou à brasser de leurs ailes un air ténébreux dépourvu d'horizon. Mais paisible, d'une blancheur de neige, immuable, sa fontaine de plumes jaillissant toujours vers le ciel, nous invitant sans cesse, le souffle solitaire était aperçu parfois. Pendant cette période de ténèbres, Achab, bien qu'assurant le commandement sur le pont glissant et dangereux, montra une ombrageuse réserve, adressant moins que jamais la parole à ses seconds. Par de pareilles tempêtes, lorsque tout est assuré tant sur le pont que dans la mâture, il n'y a plus rien à faire qu'à attendre qu'elle passe. Le capitaine et son équipage devenaient fatalistes. De sorte que, sa jambe d'ivoire fixée dans son trou de tarière, comme à l'accoutumée, une main agrippée à un haubane pendant des heures et des heures, Achab se tenait debout, le regard au vent, tandis que, parfois, une rafale de neige fondue soudaine gèle ses cils. Pendant ce temps, les hommes chassés du gaillard d'avant par les paquets de mer, qui passaient par-dessus les pavois, s'alignaient le long du bastingage de la coursive, et pour se mieux protéger des lames, ils s'assuraient dans des boulines fixées au râtelier des haubans, qui leur faisaient une ceinture lâche. On ne disait mot ou presque, et le navire réduit au silence, comme s'il était monté par des matelots de cire peinte, s'arrachait, jour après jour, à la folie et à la joie démoniaque des vagues. La nuit, les hommes opposaient un mutisme pareil aux cris aigus de l'océan, taciturnes, ils étaient bercés dans leurs boulines et sans mot dire. Achab faisait front au vent. Même lorsque la nature semblait réclamer une trêve, il n'allait pas chercher le repos de son hamac. Jamais Starbuck n'oublierait l'aspect du vieil homme lorsqu'il descendit une nuit dans la cabine pour regarder le baromètre et le vit assis tout droit sur sa chaise rivée au plancher, les yeux fermés, son chapeau et son caban qu'il n'avait pas ôté dégoûtant d'eau et de neige fondue. Sur la table, près de lui,
le rouleau d'une carte des courants et marées dont nous avons parlé. Dans sa main crispée, son fanal se balançait. Bien qu'il fût assis avec raideur, sa tête était rejetée en arrière de sorte que ses yeux clos étaient dirigés vers l'aiguille de l'axiomètre pendu au plafond. 11. Terrible vieil homme, pensa Starbuck en frissonnant, tu dors dans la tempête et pourtant ton regard reste implacablement fixé sur ton but. Chapitre 52. L'Albatros. Au sud-est du cap, au large des lointaines creusées, un bon parage de pêche pour la baleine franche, un voilier se dessina devant nous. C'était le Diomède, Albatros. Tandis qu'il se rapprochait lentement, du haut de mon perchoir élevé au mât de misaine, m'apparut ce spectacle étonnant pour un novice de ces pêches de plein océan, un navire baleinier en haute mer et ayant depuis longtemps quitté son port d'attache. Le foulon des vagues l'avait blanchi comme le squelette d'un morse échoué. De longues traînées de rouille sillonnaient de sang ses flancs fantomatiques. Les branches épaisses de ses espars et de son gréement étaient enrobées de givre comme un arbre hivernal. Il ne portait que ses basses voiles. Ces hommes de vigie aux longues barbes, perchés dans ses trois mâts, offraient une étrange vision. Ils semblaient enveloppés de peau de bête, tant étaient déchirés et rapiécés leurs vêtements, qui avaient survécu à quelque 4 ans de voyage. Debout dans les cerceaux de fer fixés au mât, ils oscillaient sur une mer sans fond, et bien que, leur navire venant à se trouver proche de notre poupe, nous autres, hommes juchés dans les airs, eussions pu sauter de nos mâts sur les leurs. Ces pêcheurs de si pitoyable apparence se contentèrent de nous regarder avec douceur sans mot dire à nos hommes de vigie, cependant qu'un appel partait du gaillard d'arrière. « Ohé, du navire, avez-vous vu la baleine blanche ?» Mais tandis que le capitaine étranger, penché sur son pavois décoloré, s'apprêtait à élever jusqu'à ses lèvres son porte-voix, il lui échappa des mains et tomba à la mer. Or le vent ayant fraîchi à nouveau, ce fut en vain qu'il tenta de se faire entendre sans cornet, cependant que son navire s'éloignait du nôtre. Tandis que les marins, chacun à leur manière, interprétaient en silence cet incident comme un mauvais présage, provoqué par la seule mention de la baleine blanche faite à un autre navire. Achab parut réfléchir, et on eût presque dit qu'il envisageait de mettre à la mer pour aborder le navire étranger, n'eût été la violence du vent. Profitant de l'avantage de se trouver au vent, il saisit de nouveau son porte-voix et reconnaissant à son aspect que le navire était de Nantucket et qu'il y serait bientôt de retour, il cria fortement. « Ohé, là-bas, ici le Pequod, en route pour le tour du monde. Dites-leur d'adresser nos lettres dans l'océan Pacifique, et si je ne suis pas de retour d'ici 3 ans, qu'ils les adressent à... » À cet instant, les deux sillages se croisèrent, et aussitôt obéissant à leurs mœurs étranges, des bancs d'inoffensifs petits poissons qui des jours durant nous avaient tranquillement escortés, filèrent loin de nous, les nageoires toutes frissonnantes, semblait-il, pour s'aller serrer à l'avant et à l'arrière du navire étranger. Bien qu'au cours de ces innombrables voyages, Achab ait dû plus d'une fois voir se produire pareil phénomène. L'obsession s'est chargée d'un sens fantastique la moindre vétille. Il regarda la mer et murmura. « Vous vous éloignez de moi, n'est-ce pas ?» Ces mots en eux-mêmes étaient anodins, mais le timbre de sa voix trahissait un abandon, une tristesse profonde, telle que le vieil homme insensé n'en avait jamais encore manifesté. Mais se tournant vers le timonier qui jusqu'alors avait loffé pour ralentir le navire, il rugit de son habituelle voix de lion. La barre au vent, le cap sur le tour du monde. Le tour du monde, on peut tirer gloire de ces mots, mais cette circumnavigation, où mène-t-elle, à travers d'innombrables dangers, sinon au point dont nous sommes partis, ceux que nous avions laissés à l'abri derrière nous, se trouvant toujours de ce fait devant nous. Ce monde serait-il une plaine sans fin, qu'en faisant voile vers l'est, nous pourrions sans cesse atteindre des lieux nouveaux et découvrir des charmes plus étranges que ceux des Cyclades et des îles Salomon, le voyage alors serait une espérance. Mais lorsque nous poursuivons nos rêves autour d'un noyau de mystère, ou que nous livrons une chasse torturante à ce démon invisible qui, une fois ou l'autre, nage devant tout cœur humain,
nous tournons en rond autour du monde et nous pénétrons dans de stériles labyrinthes où nous sombrons en chemin. Chapitre 53. La gamme. La prétendue raison pour laquelle Achab n'avait pas rendu visite au baleinier dont nous venons de parler était que le vent et la mer menaçaient. Si tel n'avait pas été le cas, peut-être qu'il ne l'eût pas davantage abordé pour autant, si l'on en juge par la façon dont il se conduisit ultérieurement dans des circonstances identiques, lorsque, après avoir hélé un navire, il obtenait une réponse négative à sa question. Car il se révéla qu'il ne tenait pas à avoir de rapport avec un capitaine étranger, fût-ce pour 5 minutes, sauf si celui-ci pouvait lui fournir quelques-uns des indices à l'affût desquels il était avec vigilance. Mais tout cela resterait peu clair si nous ne disions ici un mot des usages établis entre navires baleiniers lorsqu'ils se rencontrent en des mers étrangères, et plus particulièrement dans des parages de croisière communs. Si deux étrangers viennent à se rencontrer dans les Pin Barrens de l'État de New York ou dans la plaine non moins désolée de Salisbury en Angleterre, si les hasards les mettent face à face dans des solitudes aussi inhospitalières, ils peuvent difficilement, fût-ce au prix de leur vie, éviter de se saluer et de s'arrêter un instant pour se donner des nouvelles, peut-être même de s'asseoir un moment et de se reposer ensemble. Il est combien plus naturel, dès lors que, sur ces landes illimitées de la mer, deux navires baleiniers s'entr'apercevant aux confins du monde, au large de la solitaire île Fanning ou des distantes îles Gilbert, combien plus naturel, dis-je, qu'en pareille circonstance ces navires ne se bornent pas à échanger des salutations, mais recherchent un contact plus intime, plus amical, plus fraternel. Il semble que cela coule de source, lorsque deux navires appartiennent, de plus, au même port d'attache, et que le capitaine, ses officiers et bon nombre de ses hommes se connaissent personnellement, et ont, dès lors, à parler de toutes sortes de choses chères et familiales. Celui qui est parti depuis peu de temps a peut-être à bord des lettres destinées aux navires depuis longtemps en mer. Il est à coup sûr en possession de journaux plus récents d'une année ou deux que les liasses maculées et écornées du navire parti le premier. En courtois échange, le navire sur le chemin du retour donnera des renseignements tout frais et de la plus haute importance sur les parages de pêche où l'autre se rend éventuellement. Cela reste vrai aussi jusqu'à un certain point, lorsque les navires sont en mer depuis le même laps de temps, se rencontrant sur le lieu de croisière même, car l'un d'eux peut avoir du courrier reçu d'un troisième navire, maintenant à son tour fort éloigné, et peut être destiné au bâtiment rencontré. D'autre part, ils peuvent échanger des nouvelles de la pêche et bavarder agréablement, étant non seulement unis par la sympathie des marins entre eux, mais par cette communauté de sentiments engendrés par une même poursuite, par des privations et des dangers semblables. La différence de nationalité ne crée pas de distinction essentielle tant que le langage demeure le même comme c'est le cas pour les Américains et les Anglais. En vérité, ces rencontres sont rares, vu le petit nombre de baleiniers anglais, et lorsqu'elles se produisent une contrainte règne en raison d'une sorte de timidité, car l'anglais a une certaine réserve que le yankee n'imagine pas chez d'autres que lui-même. En outre, les baleiniers anglais affichent parfois une forme de supériorité citadine sur les baleiniers américains, regardant le grand et maigre Nantucket, et ses provincialismes indéfinissables, un peu comme un paysan de la mer. À quoi tient ce sentiment de supériorité, éprouvé par les Anglais? Il est difficile à dire, surtout si l'on considère que les Yankees tuent en un jour plus de baleines que les Anglais en 10 ans. C'est là une innocente faiblesse des baleiniers britanniques, dont le Nantucket ne s'offusque guère, sans doute parce qu'il se reconnaît à lui-même quelques petites faiblesses. Ainsi donc, parmi les navires qui se croisent, les baleiniers sont ceux qui ont le plus de raisons de se montrer sociables, et ils le sont en effet. Tandis que les navires marchands se rencontrant en plein Atlantique poursuivront leur route sans faire le moindre signe de reconnaissance, se croisant en haute mer comme des dandys à Broadway, peut-être même critiquent-ils réciproquement leur gréement en passant. Quant aux navires de guerre, ils mettent en branle une telle série idiote de révérences, de courbettes, de plongeons de pavillons, que ces simagrées ne semblent dictées, ni par une chaleureuse spontanéité, ni par un amour fraternel. En ce qui concerne les négriers, ils sont tellement pressés qu'ils fuient au plus vite. Lorsque deux pirates croisent leurs eaux croisées, le premier interpelle l'autre. Combien de crânes? De la même manière que les baleiniers demandent. Combien de barils?
Dès qu'ils ont reçu la réponse, ils filent aussitôt chacun de son côté, car ce sont d'infernaux bandits qui n'aiment guère contempler leur vilenie incarnée en d'autres. Mais regardez ce baleinier voguant à la bonne franquette, pieux, honnête, modeste, accueillant et sociable. Que fait-il lorsque, par un temps à peu près convenable, il rencontre un autre baleinier? Ils font une gamme, chose si parfaitement inconnue aux autres navires qu'ils ignorent jusqu'à ce terme, et si, par hasard, ils l'entendent prononcer, ils ricanent et font des gammes de plaisanteries à ce sujet en parlant de souffleurs, de bouilleurs de lard et autres aménités du même genre. Pourquoi les hommes des navires marchands et des navires de guerre, aussi bien que les pirates et les négriers, nourrissent-ils un tel mépris pour les baleiniers? Il est difficile d'y répondre. Je voudrais bien savoir quelle gloire il peut y avoir à faire le métier de pirate qui mène, certes, à une élévation peu ordinaire, celle du gibet. Or un homme parvenu à cette singulière et haute situation n'a pas grande base sur quoi la reposer. J'en conclus que lorsqu'un pirate se rengorge devant un baleinier, c'est sans fondement. Mais qu'est-ce qu'une gamme? Vous pouvez bien vous user l'index à suivre les colonnes des dictionnaires sans trouver ce mot. Le docteur Johnson n'a jamais atteint pareille érudition et l'Arche de Noé du Webster ne le contient pas. Et pourtant, ce terme si évocateur est d'un usage courant depuis bien des années parmi quelques 15 000 Yankees de bonne souche. Il réclame une définition, certes, et devrait figurer dans tout lexique. Aussi permettez-moi de le définir doctement. Gamme, substantif. Réunion amicale de 2 ou plusieurs navires baleiniers, en général sur un lieu de croisière. Après avoir échangé des salutations, les hommes se rendent visite en pirogue, les 2 capitaines passant un moment ensemble sur le même navire, tandis que les seconds se réunissent sur l'autre. Un petit détail au sujet de cette réunion ne doit pas être omis ici. Toutes les professions ont des visages propres dans les détails de leurs activités. La pêche à la baleine a le sien. Quand on conduit à rame quelque part le capitaine d'un pirate, d'un vaisseau de guerre ou d'un négrier, celui-ci s'assoit toujours confortablement à la poupe de l'embarcation sur un siège parfois capitonné, et souvent il tient lui-même une ravissante petite barre de modiste enjolivée de cordons et de rubans. Mais une baleinière n'a pas de siège à l'arrière, ni de canapé d'aucune sorte, et point de barre du tout. Il ferait beau voir en vérité qu'on véhicule en mer les capitaines baleiniers sur des fauteuils à roulettes comme de vieux magistrats goutteux. En ce qui concerne la barre, jamais une baleinière n'a eu d'engin d'une telle mollesse. Aussi doit-elle quitter le navire avec son équipage au complet, timonier ou harponneur compris, car le harponneur est aussi timonier en pareille occasion, et le capitaine invité n'ayant pas d'endroit où s'asseoir, est entraîné vers l'objectif de sa visite tout debout, comme le fût d'un pain. Vous remarquerez souvent que, se sentant la cible de tous les regards des équipages des 2 navires, ce capitaine debout est tout entier préoccupé de conserver sa dignité en maintenant son équilibre, et cela n'est pas une mince affaire, car derrière lui l'immense aviron de queue vient de temps en temps lui cogner le creux des reins, tandis que l'aviron de bail le frappe au genou. Il se trouve ainsi complètement coincé par devant et par derrière, et ne peut se mouvoir que sur les côtés en se rétablissant sur ses jambes écartées, mais un tangage soudain et violent le fera aisément chanceler, car une base ne saurait être ferme si elle n'a pas d'appui sur une largeur donnée. Essayez donc de faire tenir debout 2 perches en opposant leurs extrémités supérieures. De plus, sous le feu de tant de regards, il ne serait pas de mise que ce capitaine aux jambes écarquillées soit surpris en train d'empoigner la moindre des choses pour se tenir d'aplomb. En vérité, témoignant ainsi de son allègre maîtrise de soi, il met en général les mains dans les poches de son pantalon. Peut-être que ses mains, très larges et très lourdes, lui servent de lest. Néanmoins, il y a eu des cas dûment attestés où l'on a vu le capitaine, en un moment critique, un grain par exemple, saisir à pleine main les cheveux du rameur le plus proche et s'y accrocher comme la mort.